Ça fait un peu plus d'1 an qu'on parle de plein de trucs ethnologiques, anthropologiques sur cette chaîne, de rites de passage, de chamanisme et tout ça. Mais est-ce qu'on a déjà vraiment parlé d'anthropologie clairement en tant que sujet direct? Parce que si les sujets de cette discipline ne sont pas communs, eh ben son histoire n'est pas commune non plus comme on pourrait s'y attendre. Et c'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui, alors surtout, restez là. L'anthropologie, donc, c'est l'étude de l'homme sous tous ses aspects sociaux, psychologiques, culturels, physiques, etc. Et en fait, on peut pas vraiment dire que ce soit une science historique, académique, européenne. En fait, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que l'anthropologie, c'est surtout un mode de connaissance. L'anthropologie, c'est plus une manière de penser qu'un vrai sujet précis. Et aussi, c'est un domaine qui s'est construit sur des espaces-temps qui sont très compliqués à définir, qui sont même indéfinissables en fait. Déjà, l'anthropologie n'est pas propre à l'Europe du tout, parce que depuis toujours, et pas qu'en Europe, on a eu une curiosité mutuelle de la découverte des autres cultures. Depuis toujours, il y a des voyageurs qui vont et qui viennent sur la planète à la rencontre des uns et des autres. En fait, si on voit l'anthropologie au sens strict du terme, donc un truc un peu froid où vont se rencontrer une problématique, une méthode et une organisation professionnelle. Alors là, dans ce cas, l'histoire de l'anthropologie, elle est super brève. On va dater sa naissance autour de 1850, l'époque de la création des premières sociétés scientifiques d'anthropologues, que d'ailleurs on appelait anthropologistes à cette époque, et qui étaient en fait des spécialistes de plein de domaines différents, des médecins, des géographes, des philosophes, des historiens, etc. Et encore, ça serait même pas vraiment juste, parce que chaque pays a ses centres d'intérêt, a ses propres démarches, et du coup on peut même pas trop dire quelles seraient les spécificités de l'anthropologie si on la date comme ça. Par contre, si on voit l'anthropologie comme une manière de comprendre les autres, de comprendre ceux qui n'ont pas les mêmes modes de vie que nous, alors son histoire est indatable. En termes de traces écrites, on a Hérodote, un auteur de l'Antiquité qui a beaucoup traité du sujet des barbares, terme qu'on utilisait alors pour désigner tout simplement ceux qui n'étaient pas grecs. Il a fait l'inventaire de plusieurs dizaines de peuples, à savoir les Perses, les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens, les Indiens, les Arabes, les Éthiopiens, les Scythes, les Thraces, etc. Et il a décrit leurs vêtements, leurs aspects physiques, leur rapport à la guerre, leurs croyances, leurs coutumes et leur mode de vie. Et c'est une précieuse source anthropologique qu'on a de l'Antiquité. Mais il y avait aussi Aristote qui a proposé des tableaux pour illustrer les modèles des structures familiales du monde gréco-romain. Et puis il y avait les empires chinois, byzantins, incas, les civilisations musulmanes et tous ces peuples de tradition écrite qui ont laissé des productions à caractère ethnographique où ils observent et analysent les autres. Tous ces récits de voyage, de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, quand les échanges commerciaux se sont beaucoup intensifiés, notamment avec l'Inde et l'Asie, sont la source d'informations principales que l'on peut avoir les uns sur les autres, mais surtout sur nos perceptions des uns et des autres. Il y a eu ensuite l'époque de la Renaissance, une période capitale dans la constitution des savoirs académiques modernes. On découvre les Amériques et on voit naître une floraison d'écrits qui peuvent être considérés comme anthropologiques, bien que remplis de préjugés moraux et religieux. Les conquérants, les voyageurs, les missionnaires découvrent et décrivent de nouvelles parties de l'humanité et se demandent si ces étrangers font partie de la même humanité que nous. En 1755, Rousseau écrit Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et Claude Lévi-Strauss considère Rousseau comme le père de l'anthropologie. On voit aussi au XVIIIe siècle apparaître des mecs comme Lafitau. Lafitau, c'est un peu l'ethnographe avant-gardiste. En 1711, il s'installe en Nouvelle-France, donc au Canada, et il s'initie à la culture iroquoise. Et il écrit en 1724 Mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps, dans lequel il fait des parallèles entre les Iroquois et les sociétés de l'Antiquité dans le but de démontrer que les mœurs iroquoises ne sont pas complètement aberrantes. Il cherche aussi à trouver des origines communes entre les Américains et les Occidentaux. Bon, en s'appuyant sur la Genèse et sur Adam-Ève, mais personne n'est parfait. Il découvre aussi le système de parenté matrilinéaire des Iroquois où les femmes ont une place qui n'a rien à voir avec celle qu'elles ont dans nos sociétés patriarcales. Et puis après, on a eu un second mouvement de grandes découvertes dans le Pacifique ou à l'intérieur de l'Afrique. On a commencé à arrêter de parler de sauvage, on a plutôt utilisé le terme primitif, et en 1772 en Allemagne, l'écrivain philosophe Schlosser utilise pour la première fois le terme ethnographisch pour parler d'histoire des hommes selon les hommes. C'est aussi l'époque du développement des sciences naturelles, des théories de Darwin, etc. Et vous aurez sans doute remarqué le lien étroit qu'il peut y avoir entre sciences naturelles et anthropologie. Et souvent d'ailleurs, c'est dans les musées de sciences naturelles qu'il y a des informations anthropologiques. Et ça, c'est parce que les premiers anthropologues
ont tendance, fin 18e, début 19e, à interpréter et essayer d'analyser les différences morales et culturelles à partir des différences physiques. C'est aussi le début du premier courant officiel de l'anthropologie, le courant évolutionniste, qui peut se voir sous deux facettes. D'un côté, l'évolutionnisme a permis de former les concepts fondamentaux de l'ethnologie et a vu naître les premiers ethnographes de terrain. De l'autre, les premières doctrines racistes naissent à partir de ces travaux anthropologiques évolutionnistes. En deux mots, en fait, l'évolutionnisme, c'est de penser que toutes les sociétés évoluent dans la même direction, et que donc certaines en seraient à des stades plus avancés que d'autres. Et la clé pour l'anthropologie, ça a été l'autonomisation des sciences humaines sur les sciences naturelles. Ça, c'est un principe fondamental de l'anthropologie qu'on tient du sociologue Émile Durkheim. Le social, ça ne s'explique que par le social et pas par la biologie. Parce que lorsque l'anthropologie n'est pas autonome, elle est récupérée par les colons pour penser les catégories ethniques, par les nazis ou par les eugénistes. Après tout ça, c'est donc l'heure de la naissance des sociétés d'anthropologues dans tous les sens, et notamment la Société des observateurs en France, qui regroupe donc des naturalistes, des historiens, des médecins, des philosophes, des administrateurs coloniaux, bref tout un tas de savants qui ont écrit en 1800 Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples premiers. Cette œuvre fut annonciatrice de la naissance d'une vraie science de l'homme, d'une vraie méthode d'enquête orientée vers l'acquisition de connaissances et de compréhension. Tous ces scientifiques vont se détacher des sociologues qui étudient les liens qui unissent les individus en recréant justement les divisions sociales qu'ils cherchent à comprendre, en compartimentant les comportements, et pour ce faire, ils vont développer des techniques d'interview structurées et d'observation participantes. On va aussi voir naître des contre-courants, avec par exemple Boas et l'école américaine, qui représentent le mouvement anti-évolutionniste au début du XXe. Boas et ses élèves font une ethnographie rigoureuse des populations d'Amérique associée à une approche linguistique et archéologique. C'est en effet le début des courants de pensée, et ça veut dire que l'anthropologie s'est enfin imposée comme domaine d'étude. Et le problème, c'est qu'à l'époque, au début du XXe, elle est encore comprise comme une sorte de raciologie, c'est-à-dire comme une étude des races, et on était encore largement convaincu d'un déterminisme physique sur la culture. Et en fait, l'anthropologie sociale et culturelle, telle qu'on en parle aujourd'hui, elle apparaît à ce moment-là aussi, mais dans les mondes anglo-américains. Des chercheurs vont commencer à étudier les systèmes de parenté, comme Ferguson ou Morgan, d'autres, comme Taylor, Fraser ou Muller, vont plutôt se pencher sur les religions, et tout cela grâce à un travail de terrain et d'observation. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va arrêter d'essayer d'expliquer les différences culturelles à travers le concept de race. On va essayer de faire un petit aperçu des courants de pensée en anthropologie, mais il faut que vous sachiez, c'est tellement complexe, il y a des domaines à l'infini, aucune linéarité, tous s'encastrent les uns dans les autres, tous peuvent être décrits selon des angles radicalement opposés, alors je vais juste essayer de vous résumer le plus simplement possible le type de fonctionnement et de pensée des 5 courants qui me semblent principaux pour comprendre les auteurs et leur subjectivité dont on parle parfois dans d'autres de mes vidéos. D'abord, il y a les évolutionnistes, avec Morgan, Taylor, Engels, Fraser, Spencer, etc., qu'effectivement on a cité avant lorsqu'on parlait des débuts de l'anthropologie sociale et culturelle, parce qu'on croyait encore plus ou moins que les différences culturelles étaient liées au rythme auquel chaque société évoluait, et que donc toutes les sociétés allaient dans le même sens et qu'elles progressaient mais chacune à leur vitesse. Ensuite, il y a eu le diffusionnisme avec Boas, Rivers, Kreber, qui cherchent à reconstituer l'histoire des sociétés et à souligner notamment les contacts entre les différentes sociétés via des méthodes de comparaison. Les faits communs entre les cultures seraient le résultat d'un processus de diffusion à partir d'un certain nombre de foyers culturels. Puis on rencontre le fonctionnalisme avec Malinowski ou Radcliffe Brown qui remettent en cause l'évolutionnisme car tourné vers le futur et le diffusionnisme car tourné vers le passé. Et ils cherchent une fonction à tout comportement et toute pensée. Mais on reprochera au diffusionnisme de ne pas prendre en compte les dysfonctionnements et les changements sociaux, le hasard en fait. Les culturalistes comme Boas, oui, encore lui, Sapir, Lowy, Mead ou Salins, représentent un courant né aux États-Unis qui considère la culture en premier plan. Elle existe à travers les individus qui l'incorporent, la vivent et la transmettent, et elle est une réalité sociale indépendante des individus. Et elle explique absolument tous les phénomènes sociaux et individuels selon ce courant de pensée. Enfin, on va rencontrer les structuralistes comme Lévi-Strauss, Needham ou François Héritier, qui cherchent eux à repérer des invariants et considèrent que toutes les sociétés sont composées d'individus et de groupes communiquant à plusieurs niveaux, notamment la parenté, l'économie et la linguistique. Mais on pourrait aussi parler de l'école de sociologie française avec Lévi-Brul et Mauss, qui sont des penseurs capitaux dans les études anthropologiques, ou encore de l'anthropologie symbolique avec Lennart, Griol, de l'anthropologie sociale britannique de Mary Douglas, Radcliffe Brown, Evans Pritchard, l'anthropologie néo-marxiste, la néo-évolutionniste, la postmoderne, bref, un peu comme un schéma d'évolution à la Darwin, l'anthropologie évolue en arborescence, si tant est qu'on puisse dire qu'elle évolue en fait. Comme le sujet qu'elle étudie, l'anthropologie est à la fois une et à la fois multiple.
Pour aller plus loin et comprendre un petit peu mieux l'historiographie du truc, je vous conseille beaucoup de lire Brève histoire de l'anthropologie de Florence Weber, où elle explique les contextes de constitution du savoir anthropologique, les méthodes, les conditions d'enquête. Elle présente aussi de grandes figures, de grands auteurs, mais aussi des personnages beaucoup moins connus, et c'est vraiment un livre très cool pour aborder la discipline, mais aussi pour réussir à mieux organiser ses pensées quand on est déjà bien dedans. En tout cas, avant d'être une spécialité scientifique, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que l'anthropologie, c'est d'abord une posture, celle d'aller chercher à observer et à comprendre les autres. Et au final, c'est une discipline qui est beaucoup plus caractérisée par sa méthode que par son sujet, et je cite Florence Weber, l'unité anthropologique repose sur la méthode ethnographique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un sujet un petit peu classique et académique, mais je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains. On se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo sur laquelle je travaille depuis super longtemps et que j'ai très hâte de vous présenter. En attendant, vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram. Et puis je voulais encore une fois dire un petit merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. Et sur ce, à très vite pour une nouvelle ethnochronique.